Bonsoir à toutes et à tous. L'équipe de la SPH et moi-même sommes heureuses de vous retrouver ce soir dans un tout nouveau format. La pandémie du coronavirus nous force à nous renouveler pour pouvoir réfléchir et échanger tous ensemble et en toute sécurité. Pour la première fois, la SPH s'essaye à l'organisation d'un événement de ce type. Veuillez donc nous excuser si des problèmes techniques devaient arriver et nous interrompre. Mais toutes mes collègues en backstage feront en sorte que cela se passe bien. À l'occasion de la semaine des aidants proches, nous avons désiré mettre sur pied un webinaire qui s'adresse aux personnes qui accompagnent d'autres en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Ces personnes sont bien souvent invisibilisées et nous souhaitons sensibiliser à leur existence et nous rendre compte de l'ampleur de ce phénomène en Belgique. Nous souhaitons également leur montrer qu'elles ne sont pas seules au quotidien. La SPH s'est entourée ce soir de plusieurs invités qui nous aideront à avoir une vue d'ensemble sur la situation des aidants proches et à y voir plus clair quant à leur réalité. Le webinaire en tant que tel se déroulera comme suit. 4 interventions d'invités avec une session succincte de questions-réponses et ensuite un débat d'une demi-heure plus ou moins. À tout moment du webinaire, vous pourrez poser vos questions aux différentes intervenantes dans la section commentaires de Facebook, autant lors des interventions individuelles que pour la partie débat. Lors des différentes interventions, nous vous demanderons de poser des questions rattachées à l'intervention en elle-même. Toutefois, si le temps imparti pour les questions-réponses est écoulé ou que votre question est d'ordre plus général, nous y reviendrons dans la partie débat. Par ailleurs, si vous avez des questions personnelles spécifiques à votre situation en tant qu'aidant proche, nous vous proposons, dans un souci de confidentialité et de lieu adéquat, de contacter une de nos assistantes sociales via le contact center ou l'adresse mail de l'ASPH. L'une de mes collègues vous mettra toutes les informations de contact dans les commentaires sur Facebook. Ce soir, nous accueillons plusieurs intervenants et intervenantes. Céline Feuillat, diplômée en psychologie clinique à l'Institut libre de Mariapps. Magali de Rouver, psychologue et membre de la plateforme Jeunes et aidants proches. Talissa Mupoy, assistante sociale à la SPH, Association socialiste de la personne handicapée. Et enfin, Delphine Ancel, responsable des études au sein de la direction marketing de Solidaris. Nous rejoindrons pour la partie débat de ce webinaire Sandrine Cesaretti, chargée de projet à l'ASBL Espace Senior, Jean-Marc Compère, représentant de l'ASBL X Fragile Europe et père d'un garçon de 30 ans ayant le syndrome X Fragile. Nous vous signalons finalement que ce webinaire en direct est enregistré et restera sur notre page ASPH afin de pouvoir le visionner ou le revisionner pendant quelques temps. Par la suite, un document récapitulatif sera rendu disponible. Donc, nous passons à la première partie avec les exposés des intervenants. Pour la première intervention, je vous propose d'écouter Céline Feuillat, qui est diplômée donc de l'Institut Mariapps en psychologie clinique et qui travaille depuis près de 11 ans à l'ASBL Aidants Proches. Après avoir été responsable de la permanence psychosociale, elle est actuellement en charge de l'action politique et législative de l'ASBL. Elle est également responsable des formations professionnelles de la santé et du secteur social. Elle est par ailleurs elle-même aidante proche de sa fille de 17 ans en situation de handicap mental et autiste. Bonjour Céline. Bonsoir à tous. Je me présente à la suite de ce qui a été dit. Donc, je suis effectivement professionnelle, mais aussi aidant proche. Je pense que c'est important d'avoir ces deux casquettes pour pouvoir aborder ce sujet. Je tenais d'abord à remercier les organisatrices de cet événement qui s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans la semaine des aidants proches. C'est une semaine que nous coordonnons à l'ASBL depuis un certain nombre d'années et chaque année, la SPH, Solidaris et toutes ses composantes y participent et nous sommes très, très contents que malgré la situation sanitaire actuelle, tout le monde ait fait un effort d'imagination et de création pour que les événements puissent quand même se tenir et que les aidants puissent quand même participer à ces activités. Voilà. Le sujet de ce soir, c'est l'aidant proche. L'aidant proche, c'est un drôle de mot. C'est un mot que les gens ne connaissent pas en général. Et puis, c'est surtout un mot de professionnel.
tous les professionnels qui nous regardent peut-être aujourd'hui, ce soir, ou les professionnels qui ont travaillé avec nous et les professionnels qui sont là aujourd'hui pour témoigner de leur pratique, utilisent ce mot aidant proche. Et c'est un mot qui recouvre énormément de situations qui sont toutes individuelles, qui sont diverses, qui sont parfois difficiles, parfois pleines de joie et de bonheur, mais qui ont des implications sur la vie personnelle de l'aidant très, très importantes. C'est un mot de professionnel et tous les aidants ne se reconnaissent pas comme aidants proches. Ils se reconnaissent comme parents, comme enfants, comme conjoints, comme amis, comme voisins. L'important, c'est que ces situations sont à prendre en compte, quel que soit le mot qu'on y met. Malgré tout, et je pense que c'est important, il faut pouvoir définir qui sont les aidants proches, qu'est-ce que c'est un aidant proche, quelle est cette notion qui est de plus en plus utilisée et qui le sera, nous l'espérons, de plus en plus, puisque depuis le 1er septembre, la reconnaissance officielle et légale de l'aidant proche est mise en pratique. Un aidant proche, c'est pour la Belgique francophone, toute personne qui accompagne régulièrement un proche en déficit d'autonomie dans la vie quotidienne. Cette aide répond à des besoins particuliers qui appartiennent à ce proche et elle est accomplie en dehors de celle réalisée dans le cadre d'une rémunération et de volontariat. Alors, comme vous le voyez, cette définition peut paraître un peu alambiquée, un peu compliquée, parce que ce sont des situations intimes et qu'on n'a parfois pas besoin d'y mettre tant de mots. Mais c'est important, en tout cas pour les professionnels, de bien savoir qui sont les aidants proches pour bien travailler avec eux. Donc tous les mots ont leur importance. C'est une définition qui a été bâtie en concertation non seulement avec les aidants de toutes parts, mais aussi avec les professionnels de la santé et du social en francophonie. Toute personne qui accompagne. Ici en Belgique, effectivement, en Belgique francophone, on ne restreint pas la notion d'aidant proche à la famille parce qu'on sait que des personnes isolées ont aussi de l'aide régulière de la part de leurs voisins ou de la part de leurs amis et il nous paraissait indispensable de les compter également dans les aidants. Dans le maintien à domicile ou dans l'accompagnement du domicile, on sait pertinemment que c'est principalement la famille, mais on ne pouvait pas oublier les gens qui font aussi action d'aide en dehors de la famille, qui accompagne régulièrement son proche en déficit d'autonomie. Ce mot régulièrement a toute son importance et pour ceux qui sont impliqués dans le quotidien, parfois 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce mot régulièrement a tout son sens. Alors, il s'agit simplement de faire une différence, pas du tout un jugement de valeur pour mettre en avant l'un ou l'autre, mais faire juste une différence entre avec ce qu'on appelle la solidarité interpersonnelle. Elle doit être mise en avant, cette solidarité interpersonnelle, mais la fonction d'aidant, la fonction d'accompagnement, de régulier et de continu a vraiment des impacts sur la vie de l'aidant en tant qu'individu. Et c'est pour ça que ce mot régulièrement a tout son sens. La personne qui est accompagnée est en déficit d'autonomie. Alors pour les aidants qui vivent cette situation, pour les professionnels qui aident au quotidien, ça paraît tellement évident qu'on parle de personnes en déficit d'autonomie. Malgré tout, dans le grand public, c'est pas si évident que ça. Certaines personnes, certains groupements de parents au foyer, qui par ailleurs font beaucoup dans le quotidien, nous ont interpellés en nous disant bah, tiens, moi je m'occupe de mon enfant en bas âge et il est dépendant de moi. Est-ce que je suis un aidant proche? C'est une question qui revient régulièrement. Dans l'absolu, on considère qu'un aidant proche accompagne une personne qui a une dépendance et qui correspond à un déficit d'autonomie et pas à un âge. On ne peut espérer que ces enfants qui n'ont pas de soucis vont grandir, vont prendre toute leur autonomie et bientôt peut-être quitter le foyer familial. En tant qu'aidante proche d'une jeune femme de 17 ans, je sais très bien que je vais en avoir pour pratiquement toute ma vie ou toute ma vie, oui, effectivement, même s'il y a beaucoup de professionnels autour d'elle. Et que en tant que parent, et c'est une particularité évidemment des parents, j'ai dû penser avec mon mari, avec son papa, à l'après-aidance. Et donc, j'ai déjà dû envisager toutes les solutions à mettre en place par rapport à ça. Et c'est quelque chose de particulier à cette situation d'aidance.
Nous avons voulu aussi placer cette fonction d'aidant en dehors de celle d'une rémunération professionnelle. Alors ici, il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité des gens, de savoir est-ce qu'on est payé par l'un ou par l'autre pour leur service, le service qu'on leur rend. Il ne s'agit pas du tout de ça. Derrière ce mot rémunération professionnelle, il y a tout le cadre, il y a les limites, il y a le contrat, il y a le temps de travail, il y a le règlement de travail que tous les professionnels ont à leur disposition, qui sont leurs limites, dont ils se servent aussi dans leur quotidien. Et puis, il y a aussi le fait que quand ils quittent leur travail, ils rentrent dans leur vie privée et ils quittent un peu ce milieu de l'aide. Pour l'aidant, il n'y a pas de limite. Et c'était important pour nous de le mettre en avant. Avec ce mot rémunération professionnelle, parce que s'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'études pour devenir aidant, on fait comme on peut. Euh, sur le tas, en fonction de la situation, en fonction de l'évolution des besoins du proche qu'on accompagne. Il n'y a pas de temps de travail, il n'y a pas de règlement de travail. Donc cette différence est pour nous importante. Alors évidemment, quand on dit il n'y a pas de rémunération professionnelle, on aura au fait de dire que les aidants proches sont des bénévoles. Il y a malgré tout une grande différence entre l'aidant proche et le bénévole. C'est la question du choix, tout simplement. Le bénévole, quand il veut donner quelques heures à la société, il réfléchit en conscience à sa volonté de donner ses heures, à qui il veut donner ses heures. Et au-delà de ça, s'il n'a plus le temps de le faire, à pouvoir s'arrêter. Les aidants proches n'ont souvent pas ce choix-là et au-delà de ça encore, ne se posent pas la question. Ne se posent pas la question de savoir s'ils vont aider. Ils aident tout simplement pour toute une série de raisons. Et lorsqu'ils sont dans cette fonction, ils n'ont que très peu de possibilités de se poser la question, est-ce que je vais m'arrêter ou pas? Est-ce que je vais transférer la prise en charge de mon proche ou pas? Ce sont des démarches qui sont extrêmement difficiles à faire. Et donc, cette question du choix et cette différence avec la possibilité du choix de bénévole était pour nous extrêmement importante à mettre en avant. Voilà pour cette définition qui, comme je le disais, paraît un peu costaude, un peu alambiquée, un peu à destination des professionnels, mais qui, je pense, c'était important d'expliquer pour que chacun soit bien au courant de ce qu'on met derrière ce mot d'aidant proche. Comme je vous l'ai dit, dans cette définition, on parle du choix, du non-choix. Pour autant, beaucoup de professionnels se demandent, tiens, pourquoi? Pourquoi les aidants qui sont dans le quotidien, quelle que soit la fonction qu'ils remplissent, pourquoi ces aidants vont parfois au-delà de limites physiques, au-delà de limites psychiques, au-delà de ce qu'ils pourraient faire au niveau de leur santé, mais tiennent impérativement à aider leurs proches, font tant de choses, développent tellement d'énergie dans la prise en charge de leurs proches en perte d'autonomie. Je pense, et nous pensons à l'ASBL, et c'est ce que je fais régulièrement avec les professionnels que je forme au partenariat avec les dents, qu'il est extrêmement important de pouvoir analyser ou comprendre les motivations qu'il y a derrière cette prise en charge. Pourquoi tout ça, tout d'un coup, dans une fratrie, un enfant, une enfant, alors une enfant, j'insiste peut-être un peu sur ce terme féminin, on constate quand même, et vous le verrez certainement dans les autres exposés, qu'encore à l'heure actuelle, c'est majoritairement des femmes, entre 70 et 75% des femmes. Pourquoi cet enfant va prendre en charge son parent vieillissant ou atteindre la maladie d'Alzheimer? Pourquoi pas les autres? Mais certainement pour beaucoup de raisons. Alors, on entend très régulièrement, c'est naturel. On entend, c'est normal. On entend, c'est un devoir. Certainement que toutes ces raisons ont leur sens. Pour autant, on essaye en tout cas de les affiner, de les réfléchir, de les analyser à la SBL. Et on a quelques petites difficultés, c'est vrai, avec le mot naturel, avec ce mot de normalité, de naturalité, comme si tout le monde
devait le faire, comme si tout le monde était amené à le faire, comme si c'était bon de le faire, avec ce mot de normalité. Mais ce qui est normal pour l'un n'est peut-être pas pour l'autre, ça dépend des valeurs qu'on a. Et donc, on a essayé d'analyser un petit peu les différentes motivations qui pouvaient pousser quelqu'un à devenir aidant proche. Elles sont multiples et variées. Et encore une fois, comme je le disais, c'est important de pouvoir les définir parce que ça va avoir de l'impact sur la façon dont l'aidant va faire son action, se comporter avec la personne qui l'aide, parfois dire son ras-le-bol, mais aussi se comporter avec les professionnels. Et c'est toujours intéressant d'avoir une grille de lecture particulière. On a pu en déterminer plusieurs. Il y en a certainement des tas d'autres qui ont un impact et qui peuvent être trouvés. Heu, Évidemment, le lien affectif. On aide parce qu'on aime. On aide parce qu'on aime, mais pas toujours. Pas toujours. Nombre d'aidants, nous reviennent en disant: «Mais vous savez madame, quand il est tombé malade, on était en instance de divorce. On s'aimait plus et puis pourtant, on a tout arrêté et je le prends en charge». Mais vous savez madame, quand j'étais jeune, avec mon papa et ma maman, c'était pas génial la relation. Heu, il y a quand même eu un peu de maltraitance, j'ai quand même beaucoup souffert, mais malgré tout, je le prends en charge. Et donc là, se pose la question du lien affectif. Peut-être que c'est autre chose. On a pensé au devoir. Oui, le devoir, c'est quoi? C'est toutes les valeurs que chacun a acquis au fil de sa vie, sa culture, sa religion, son éducation, son histoire de famille et qui amènent des comportements différents. heu, de certaines cultures où on ne prend pas en charge ses parents, par exemple. On prend en charge ses beaux-parents parce que c'est comme ça, parce que quand on quitte, ses parents, quand on quitte, son foyer familial d'origine et qu'on se marie, eh bien, on appartient entre guillemets à la famille à laquelle on s'allie et donc on s'occupe de ses beaux-parents et pas de ses parents. Comment le professionnel va pouvoir concevoir ça? Comment il va l'accepter? Comment les autres, comment l'entourage va pouvoir l'accepter? Une autre, motivation qui peut apparaître, c'est la dette. Alors, ce mot en français a une connotation un peu péjorative, hein, entendons-nous, mais ça peut être simplement, oui, il m'a élevé, il m'a mis à manger dans mon assiette, il m'a éduquée, il m'a permis de faire des études. Ça peut être, maman, elle s'est occupée de mes enfants, quand j'ai commencé à travailler pour que je puisse travailler. Je lui dois bien ça. Ça peut être évidemment le don d'argent lors d'un mariage, lors d'une donation, mais ça peut être aussi très, très positif. Mais évidemment, ça peut amener certains problèmes dans les relations entre, l'aidant et l'aidé. Comment ressent-on, tout ce qu'on a donné, et comment a été reçu ce qu'on a donné? Comment ressent-on ce qu'on a reçu de la personne âgée qui va dire à l'aide familiale qui l'accompagne: «Après tout ce que j'ai fait pour eux, ils ne viennent jamais me voir et c'est quand même pas juste et je suis seule». Puis quand on interroge les enfants, ils ont une toute autre conception de ce qu'ils ont reçu, où ils viennent avec, des discours: «Mais je n'ai pas de dette de vie vis-à-vis de mon parent, je garde ma place d'enfant, je ne veux pas rentrer dans cette fonction d'aide». Et donc c'est aussi, à analyser pour bien comprendre ce qui se passe dans cette dualité aidant-aidé. Encore une motivation, la contrainte. Alors la contrainte, effectivement, ça peut être, la fratrie qui va dire à la sœur aînée ou celle qui ne travaille pas: «Bah, toi, tu as le temps de t'occuper de papa et maman, tu habites près de chez eux ou tu es, assistante sociale, infirmière, aide familiale, et donc tu sais». C'est une imposition de l'extérieur. Parfois, on n'a pas du tout envie de rentrer dans cette fonction. Mais ça peut être aussi, la proximité géographique, le manque de place en maison d'hébergement pour les enfants handicapés, et qui fait qu'on a, de grandes difficultés à trouver un endroit qui convienne à nos enfants et qui nous contraint à poursuivre cette fonction qui parfois est extrêmement lourde. Enfin, une dernière motivation qui est la promesse. La promesse qui est, brandie parfois comme un étendard. J'ai promis. J'ai promis à papa, j'ai promis à maman, j'ai promis de le prendre chez moi. La promesse qu'on fait lors de notre mariage, de finir sa vie ensemble.
la promesse qu'on fait à nos parents vieillissants, qu'on prendra en charge nos frères et sœurs handicapés. Et cette promesse emmène tout notre entourage avec elle et peut expliquer parfois la difficulté qu'on a à lâcher prise en tant qu'aidant. Et le professionnel va avoir alors une fonction de déculpabilisation par rapport à ces difficultés. Donc vous le voyez, toutes ces motivations sont multiples et variées. Comme je vous le disais, il y a certainement encore des tas de motivations. Elles sont fluctuantes, elles sont multiples dans le chef des aidants. Elles ont toute leur importance pour l'entourage, pour le professionnel qui va accompagner les aidants dans leurs fonctions qu'ils tiennent à garder, parce qu'elles donnent plus d'adéquation à leur métier, à leurs interventions professionnelles. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Ce n'est qu'une petite partie de ce que l'ASBL peut partager avec vous. N'hésitez pas évidemment, si vous avez besoin en tant qu'aidant, de nous appeler également, tout comme l'ASPH et tout comme les autres intervenants qui seront là aujourd'hui. Je pense que dans le cadre des publications qui seront faites sur la page Facebook de l'ASPH ou en tapant Aidants proches sur Internet, vous trouverez facilement nos coordonnées. Je vous remercie beaucoup. Pardon, voilà les problèmes du direct. Donc merci beaucoup Céline pour cette intervention qui est très intéressante quant à la définition de l'aidant proche, son rôle, ses actions et les motivations qu'on peut avoir. Alors est-ce qu'on aide parce qu'on aime, on aide parce qu'on doit au niveau de la culture, de l'éducation, une dette ou une contrainte de la fratrie ou de la profession? On aide sans doute pour tout un tas de raisons. Vous parlez donc de la question du choix dans la définition de l'aidant proche ou du non-choix. Vous parlez du point de vue professionnel quant à la question de l'aidant proche, mais d'un point de vue personnel, quelles sont les implications et les enjeux sur son propre projet de vie quand on est aidant proche? Y a-t-il des stratégies qui peuvent être mises en place pour voilà. Pour respecter son projet de vie Ouais. par rapport à sa fonction d'aidant. Alors, c'est une question extrêmement, extrêmement vaste et extrêmement compliquée parce que, comme je le disais, il y a autant de situations d'aidance qu'il y a de duo aidant-aidé. Et puis, les ressources et les fatigues de chacun sont extrêmement variées dans le temps. On peut, et parfois d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, en fonction de la situation. Donc, comment ne pas avoir d'impact sur sa vie? Je pense que ne pas avoir d'impact sur sa vie quand on est dans une fonction d'aidant, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment possible. Alors, on peut limiter cet impact par toute une série de stratégies, en faisant appel au répit, en faisant appel aux professionnels, évidemment, en faisant appel à l'entourage, en faisant entrer dans sa vie d'aidance d'autres intervenants. Mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, on se sent investi dans cette fonction et on a parfois du mal à lâcher prise et à faire confiance. Donc, mettre des limites, c'est toute la question de la réflexion autour du lâcher prise, de la confiance et aussi du sentiment de culpabilité, il faut être honnête, de se dire, j'ai pas fait moi-même, j'ai laissé la main à quelqu'un d'autre et je dois vivre avec ça. Et puis je dois vivre aussi avec l'œil de l'autre. Donc ce sont des situations extrêmement individuelles où on retrouve régulièrement la confiance, la délégation, le lâcher prise et la culpabilité. Okay. On a une autre question qui nous vient de notre public. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les difficultés de l'aidant proche à déléguer des tâches aux professionnels? Comme je viens de le dire, il y a toute cette articulation culpabilité, délégation, confiance. Alors, confiance, c'est un bien grand mot quand on fait rentrer un inconnu chez soi. C'est compliqué, hein. Une aide familiale qui arrive et puis parfois, c'est pas qu'une seule, c'est plusieurs. Donc, je pense que les services de proximité font de plus en plus d'efforts et sont de plus en plus conscients de leur nécessité à être formés au partenariat avec les aidants, à être formés à leur situation, à bien connaître leur situation. Et donc ça, je peux rassurer les aidants qui nous écoutent, s'ils font appel à un service agréé, la plupart du temps, ils ont conscience de la situation des aidants. Maintenant, ça prend du temps.
Ça prend du temps parce que ça se fait par apprivoisement. Quelqu'un qu'on fait rentrer chez soi, on ne va pas lui ouvrir tous ses placards. On va d'abord lui en ouvrir un. Et puis, si on constate qu'il y a toujours tout ce qu'il faut dans le placard, si tout est à sa place, eh bien, on va ouvrir le deuxième, si je peux utiliser cette expression. Et donc, ça prend du temps. Et parfois, malheureusement, les professionnels n'en ont plus, ce qui est bien dommage. Donc, c'est aussi une réflexion à avoir au niveau politique pour le temps à consacrer à cet apprivoisement. Je vais y arriver. Un tout grand merci pour ces réponses. Un tout grand merci pour l'intervention, encore une fois. Si jamais d'autres personnes ont des questions pour Madame Feuillard, n'hésitez pas à continuer à les poser en direct. On y répondra même après, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant on va passer à notre seconde intervention. Donc être aidant proche, ce n'est pas que un rôle d'adulte, c'est aussi parfois un enfant ou un jeune qui aide un parent ou un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap. Et c'est ce que Magali de Rouver, psychologue et membre de la plateforme des jeunes et aidants, va vous expliquer. Donc elle partage son temps entre son cabinet et le centre scolaire des Dames de Marie à Saint-Josse, où elle met en place des activités de sensibilisation et de répit pour les jeunes aidants, les pères aidants et l'équipe éducative. Madame de Rouver, tout d'abord, bonsoir. Et ensuite, que pouvez-vous nous apprendre de votre expérience ? Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir ici ce soir. Alors moi j'ai un petit PowerPoint à partager avec vous, donc je vais le lancer. Donc effectivement je suis psychologue de formation et je travaille au centre, je suis aussi également enseignante au centre scolaire des Dames de Marie à Saint-Josse et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est être jeune et aidant proche. Cécile Feuillard a vraiment défini la notion d'aidant, donc je ne vais pas m'y attarder beaucoup. Il y a juste que le jeune aidant proche, c'est un jeune de moins de 18 ans qui assure cette aidance au quotidien auprès d'un jeune, auprès d'un parent, d'un frère, d'une sœur en perte d'autonomie qui est lié au handicap, à la maladie, des problèmes d'assiduité, comme Cécile l'a expliqué. Jeune aidant proche, c'est aussi jeune adulte aidant. Donc, parfois, on a fini sa scolarité, on n'a pas encore de boulot et on est toujours dans cette situation d'aidance. On ne sait pas très bien vers où on va, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, si ce n'est on est là pour notre proche au quotidien. Combien sont-ils ? Jeune aidant proche, ASBL a mené une enquête en 2017 dans différentes écoles de Bruxelles, donc différentes écoles de différents réseaux scolaires confondus. Donc, cette étude a montré que 14% des jeunes aidants proches étaient présents qu'il y avait 14% de jeunes aidants proches dans des classes. Donc, dans une classe de 20 élèves, ça représente environ 3 élèves par classe, donc en moyenne 3 élèves par classe, ce qui est énorme quand on est prof, de se dire, tiens, devant nous, on peut avoir 3 personnes, 3 élèves qui vivent au quotidien une situation d'aidance avec tout ce que ça peut impliquer. Une étude de Samana en France plus récente a montré qu'ils étaient à 17%, de jeunes. Alors l'étude, comment elle s'est faite ? Elle s'est faite, donc l'ASBL est venue dans les écoles avec des tablettes où il y avait un questionnaire qui voulait cibler les jeunes aidants. Le problème, c'était que si on faisait passer ce questionnaire aux jeunes aidants, les jeunes aidants allaient prendre beaucoup d'heures de temps à répondre au questionnaire, et ceux qui n'étaient pas aidants risquaient de dire non, je ne suis pas aidant, et puis de ne plus répondre au questionnaire. Donc cette enquête a été en plus un plus pour sensibiliser les pères aidants, donc les camarades des jeunes aidants proches qui ne connaissaient pas spécialement la problématique. Et donc un questionnaire parallèle leur était proposé directement, et donc les questionnaires avaient la même durée et les jeunes aidants pouvaient vraiment répondre de manière tout à fait anonyme sans être pointés du doigt par les autres. Au niveau des résultats de la recherche, donc je vous ai dit 14%
de jeunes aidants au niveau scolaire, on constate que ce sont principalement des filles qui se sont montrées jeunes aidantes dans ces questionnaires. Donc souvent, ils vivent avec leurs parents, dans la majorité des cas, dans 20% des cas avec uniquement leur maman. Ils sont dans l'enseignement général, mais on voit qu'ils sont surtout représentés dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel. Et donc ça, ce n'est pas anodin, j'en parlerai plus loin dans la présentation sur pourquoi est-ce qu'ils sont présentés plus spécialement dans l'enseignement technique. Voilà, ils peuvent venir en aide à leurs parents, un frère, une sœur. Voilà, et il y avait aussi des questions, voir quelles étaient les dépendances de la personne qui était présentée. On voit aussi que le temps consacré pouvait être assez important, donc 1 heure à 3 heures par jour. Pour la vie d'un étudiant, c'est énorme, entre 1 heure et 30 minutes, et beaucoup ne comptent pas parce que, comme Cécile le disait, on est dans cette situation d'aidance, on ne se pose pas la question et on agit, on vit avec l'aidant au quotidien. L'étude a permis aussi de mettre en évidence des aides que le soutien que le jeune aidant souhaiterait recevoir. Donc, que ça allait de Nokinet à principalement de l'aide pour ses études. Donc, beaucoup de jeunes aidants se trouvaient dans ceux qui ont répondu en difficulté pour les études. Et puis, pour leur santé, leurs propres loisirs, etc., la santé du proche et aussi leurs droits. Il voyait aussi qu'est-ce qu'il souhaiterait comme aide. Voilà, l'aide dans différents domaines, mais comment est-ce qu'il souhaiterait une aide? Ce qui revenait vraiment souvent, c'est pouvoir rencontrer des jeunes vivant la même chose, rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls à vivre cette situation d'aidance, pouvoir se sentir plus soutenus par les professionnels de l'école, pouvoir avoir plus d'informations sur les problématiques liées à l'aidance. Alors, le temps, pourquoi les soutenir? Qu'est-ce que cela implique au niveau voilà, qu'est-ce que l'association Jeunes Aidants Proches peut faire et qu'est-ce que les autres associations peuvent faire? Pardon, désolée. Donc, pourquoi les soutenir? Excusez-moi. Il y en a quand même 10% qui apportent des soins intimes aux proches. Donc, imaginez déjà en tant qu'adulte apporter des soins intimes à un parent, c'est déjà compliqué. Pour un enfant, c'est vraiment pas leur rôle. D'habiller, de veiller sur eux la nuit, etc. Voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est leur rôle? Voilà. Il y en a 20% qui sont impliqués dans des soins médicaux, parfois des très jeunes enfants qui sont impliqués dans les soins médicaux. Donc, le fait de donner des médicaments, pouvoir apporter ce soutien-là. Et également le soutien émotionnel, donc pouvoir écouter, écouter, être présent auprès des jeunes, auprès de l'aidant. Voilà. Pourquoi les soutenir? Parce que le fait d'apporter, d'aider un proche peut avoir un impact sur la santé physique du jeune. Donc simplement au niveau de la fatigue accumulée, dû au manque de sommeil parce qu'on veille à la santé de son parent. Les problèmes dus à la manutention aussi, les problèmes de croissance, les problèmes physiques dus à la manutention de la personne aidée. Donc il y a aussi des problèmes, il peut aussi y avoir des soucis au niveau du développement de soi, au niveau de la santé mentale, de l'anxiété, être tout le temps en pensée avec la personne aidant proche, être tout le temps avec en stress pour la personne aidée. Voilà, je suis à l'école, mais s'il se passe quelque chose à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, maman n'est pas bien, je ne suis pas sûre de pouvoir suivre à l'école, de pouvoir être bien à l'école, donc ça va avoir un impact sur la vie scolaire aussi du jeune qui va être beaucoup plus à risque de décrochage scolaire. Donc dans le décrochage scolaire, les jeunes aidants des études dans d'autres pays européens montraient qu'ils étaient plus à risque de décrochage parce qu'arrivée tardive, parce que rester près de son proche pour leur venir en aide, etc.
décrochage ou échec à l'école. Ce qui fait qu'on se retrouve plus spécifiquement on ne se retrouve plus dans les filières générales, mais dans des activités techniques ou dans des activités professionnelles. Ça va avoir un impact sur la formation, sur l'emploi aussi. On se rend compte que les choix de vie, comme pour tous, finalement, les choix de vie sont influencés par ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et ce n'est pas anodin. Les personnes qui sont aidantes, aidants proches, étant enfants, s'orientent souvent vers des métiers, des métiers d'aidance et se disent parfois, si j'avais eu autre chose, j'aurais peut-être fait. Si j'avais eu autre chose, si j'avais pas eu cette vie d'aidance, j'aurais fait d'autres choix de formation. Au niveau de l'activité des loisirs, il y a aussi également des difficultés dans le sens où on va refuser des activités pour venir en aide, pour rester près de son proche malade. Donc ici, vous avez des témoignages, mais je vais les passer assez vite, des témoignages de jeunes aidants en difficulté. Mais je voulais aussi intervenir sur vous parlez de ce que les jeunes aidants acquièrent. Il y a des responsabilités, de la maturité, des tas de compétences qu'ils acquièrent aussi, des compétences qui sont malheureusement pas reconnues, surtout quand il y a des trous au début de la carrière, de dire, voilà, entre vos études et votre vie professionnelle, on voit qu'il y a un trou dans votre CV, qu'est-ce que vous avez fait? C'est difficile de valoriser ces compétences, et ça, c'est fort dommage, parce que des compétences, ils en ont inclus. Ils apprennent à gérer au niveau émotionnel, même s'il y a beaucoup de coups durs, et surtout, ils apprennent l'inclusion. Voilà. Alors, je vous parle rapidement du service jeunes et aidants proches au niveau qui agit à 3 niveaux, au niveau sociétal, au niveau familial, et qui crée des outils. Au niveau sociétal, l'ASVL va surtout faire de l'information, de la sensibilisation, de la formation et de l'action auprès des politiques. Au niveau familial, il va faire du soutien aux jeunes aidants. Donc, la maison des jeunes aidants qui se trouve à Laeken fait des permanences tous les mercredis après-midi et des permanences téléphoniques tous les jours pour pouvoir apporter un soutien aux jeunes aidants, soutien à la famille. Voilà, donc ici, vous avez quelques images de la maison des aidants. Il y a aussi tout un service de soutien à la scolarité des jeunes aidants. Donc, pendant 2 ans, il y a pu avoir des travaux dans les écoles secondaires à Anderlecht et 3 écoles primaires à Jette, où l'ASVL était présente au sein des écoles pour faire des permanences et faire des sensibilisations dans l'école. Pour ma part, au centre scolaire des Dames de Marie, moi j'agis beaucoup, je fais de la sensibilisation auprès de mes collègues, etc. Donc j'ai été sensibilisée, il y a eu l'enquête qui a été faite au sein de l'école. Et puis maintenant, il y a tout un service qui est mis en place dans l'école. Il y a le service, la représentation politique, vraiment la sensibilisation politique pour attirer l'attention sur ces problèmes d'aidance au niveau de la scolarité, de dire, voilà, il y a X jours d'absence. Quand on est aidant, c'est X jours d'absence, c'est très peu. Voilà, quelles aides est-ce qu'on peut avoir, quel soutien, comme Cécile disait, peut-on avoir? Voilà. Et alors, récemment, il y a la mise en place d'une équipe mobile de prévention à l'aidance. Donc, on vise vraiment la prévention, de se dire, voilà, pour éviter tous les impacts négatifs de l'aidance, c'est important de pouvoir prévenir pour accompagner au mieux pour que cette relation d'aidance puisse venir se passer au mieux. Donc, cette équipe mobile a vraiment cette équipe mobile de prévention a vraiment pour objectif d'agir dès qu'il y a un diagnostic posé de maladie mentale, de troubles, de maladies physiques, etc., pour agir auprès de la famille, auprès des professionnels pour mettre des choses en place rapidement. La prévention permettrait d'améliorer les résultats scolaires sans supprimer le sentiment d'échec, assurer l'échange légal d'insertion scolaire, sociale et professionnelle, d'éviter le décrochage, d'éviter des parcours scolaires chaotiques, d'éviter des choix scolaires formatés par des situations d'aidance, et surtout d'éviter les impacts sur la santé psychique et physique de l'aidant proche. Voilà. Il y a aussi des idées au niveau du soutien local, donc c'est vraiment sensibiliser auprès des groupes de jeunes qui prennent en charge des jeunes aidants et pas non aidants, mais aussi sensibiliser les politiques pour
pouvoir prendre en compte cette question des danses par la suite. Merci beaucoup Magali pour ce retour. Comme vous avez pu l'expliquer, il y a un temps conséquent qui est quand même consacré à les danses pour ces jeunes, qui peut aller de 30 minutes à 3 heures, si pas plus, pas pour certains enfants. Un des besoins qui est cité est le soutien durant les études, avec entre autres les professionnels de l'école. L'intervention qui nous arrive ici, elle est multiple. Donc, vous parlez des moyens de prévention pour soutenir ces jeunes, mais est-ce que actuellement, il y a des choses concrètes qui sont mises en place au sein de ces écoles? Et est-ce que le corps enseignant est sensibilisé à ces questions et est-ce qu'il adapte son cursus et ou ses exigences, par exemple au niveau des devoirs? Voilà, au niveau des écoles, donc la SBL a vraiment, Jeunes Aidants Proches, essaie de faire vraiment un travail de sensibilisation. Et puis c'est après, j'irai au feeling des écoles. Donc je peux expliquer ce qui se passe dans mon école. Donc moi, ce que je fais, c'est j'en parle à tout le corps professoral, aux éducateurs, et ça permet simplement des choses comme l'élève qui arrive régulièrement en retard, de pouvoir plutôt que d'accumuler des cachets de retard et puis d'avoir des retenues, vraiment de discuter des retards et avoir cette question de l'aidance. Évidemment, les éducateurs discutent des retards quand un élève arrive en retard, etc. Mais voilà, ça permet d'avoir cette sonnette d'alarme, de dire « Ah, il y a peut-être une situation d'aidance, comment est-ce que je fais ?» Au niveau des profs, c'est de se dire « Ok, tu as 0 à l'interro, ton interro est bâclé, t'as pas étudié », ou plutôt que de dire c'est toujours la même chose, pouvoir se dire tiens, est-ce que c'est occasionnel que tu as étudié, ou est-ce que ça risque de se répéter, est-ce que voilà, voilà. Et du coup, ça c'est à la sensibilité du prof de pouvoir dire si ça peut se répéter, pourquoi, etc. Et la mise en place de services d'écoute dans l'école. Donc moi, dans l'école, il y a différents services d'écoute. Moi, je suis la personne en charge pour écouter, une personne en charge, une des personnes ressources aussi pour l'écoute. Et il y a surtout un local répit aussi pour permettre à un jeune en crise, en difficulté, de pouvoir aller se poser à un moment. Voilà. D'accord. Donc il y a une autre question qui nous arrive. On a parlé des chiffres de jeunes aidants proches en Flandre et à Bruxelles. Est-ce qu'on a des chiffres pour la Wallonie? Je ne pense pas qu'il y en ait actuellement. Je ne saurais pas dire. À investiguer alors. Oui, voilà, mais ce sont des chiffres qui rejoignent les chiffres qu'il y a dans d'autres pays européens. Voilà, c'est globalement ces chiffres-là qu'il y a également. Et alors, on a une dernière intervention. Est-ce qu'on pourrait aussi considérer comme aidants proches les jeunes qui prennent en charge leurs parents analphabètes ou allophones? Alors ça, c'est aussi une question qui revient régulièrement, parce qu'effectivement, il y a cette question d'aidance qui est là, et il y a de l'administratif. Enfin, voilà, ils aident aussi. Mais comme Cécile le disait, la question de l'aidance, c'est par rapport à un adulte qui est en perte d'autonomie à cause d'une maladie, d'un trouble. Mais c'est pas pour ça que les jeunes ne sont pas plus en difficulté et que les écoles doivent pas être plus attentives à cela aussi. D'accord. Merci beaucoup pour l'intervention et pour vos retours. On va passer donc à la troisième intervention maintenant. Nous passons à Thalissa Mupoy, qui est assistante au sein de l'Association socialiste de la personne handicapée. Association qui va bientôt changer de nom d'ailleurs, donc n'hésitez pas à parcourir notre page Facebook pour nous faire parvenir votre avis. Mais en plus de répondre aux personnes en situation de handicap sur des questions spécifiques, Thalissa se penche sur le côté législatif de différents sujets, notamment sur la question des aidants proches. Thalissa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais tout de suite partager mon PowerPoint. Voilà.
Alors effectivement, comme le disait ma collègue Nadège, on va maintenant se pencher sur la présence des aidants proches dans la législation. Et qu'ils soient désignés comme tels ou non, on peut constater qu'ils sont présents dans des textes qui concernent directement la personne aidée. Et bien sûr, on retrouve aussi les aidants proches dans le texte qui leur est consacré. Et en fait, c'est intéressant de noter l'évolution des législations et aussi la philosophie du législateur. Ici, dans le cadre de cet exposé, le but, c'est vraiment d'aborder les grands domaines pour donner la meilleure information aux aidants proches, parce que souvent, c'est là que le bas blesse, c'est parfois un vrai casse-tête pour savoir à qui on peut s'adresser et quels sont ses droits. On va aussi exposer les combats qui sont menés. Bien sûr, le propos n'est pas de dire que les combats sont remportés, mais de montrer vraiment ce qui est existant. Et alors, je rappelle aussi, comme ma collègue a pu le dire, si vous souhaitez poser des questions par rapport à votre situation personnelle, on est disponible, mais en aparté, en dehors du webinaire. Alors, ce soir, on va succinctement s'intéresser tout d'abord aux législations relatives aux allocations familiales majorées. Ensuite, nous allons nous pencher sur les législations relatives aux interruptions et aux réductions de temps de travail. Et on terminera avec la loi du 12 mai 2014 qui est relative à la reconnaissance des aidants proches. Et alors, on conclura avec une partie un peu plus critique. Donc, en ce qui concerne la législation relative aux allocations familiales majorées, donc il faut savoir que dans le régime des allocations familiales, il y a certaines situations qui peuvent donner lieu à des suppléments. Et donc, la maladie d'un enfant peut effectivement donner lieu à une allocation familiale majorée. Et pour ce faire, en fait, on examine les conséquences de l'affection ou de la maladie de l'enfant selon 3 critères, donc selon les 3 piliers qui sont repris ici. Et donc, le premier pilier, c'est l'incapacité physique ou mentale de l'enfant. Le deuxième pilier, c'est le degré d'activité et de participation, également de l'enfant. Et alors, le troisième pilier qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est la charge familiale. Alors, en fait, les 3 piliers ensemble forment une grille et chaque pilier amène à un score, à un nombre de points et ces points sont additionnés. Et donc, en fait, ici, en ce qui concerne la charge familiale, il a été décidé par le législateur de doubler le nombre de points obtenus. Donc, le score est multiplié par 2 uniquement pour cet item. Et donc, on voit en fait ici la volonté vraiment de prendre en considération l'investissement des parents, que ce soit en termes de déplacement, au niveau des traitements dispensés et aussi au niveau de l'impact que la maladie a dans leur quotidien et des changements et des habitudes qui ont changé. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, un autre élément qui est intéressant, ce sont les législations relatives aux interruptions, aux réductions de temps de travail. Donc, elles sont réglementées par des conventions collectives de travail. Et on retrouve 3 grandes formes. Donc, on a le créditant dans le secteur privé, l'interruption de carrière dont on ne parlera pas plus, et les congés thématiques pour tout secteur confondu. Et donc, tout d'abord, le créditant, il peut se prendre avec ou sans motif, à savoir qu'un créditant qui est pris sans motif ne sera pas assorti d'une allocation qui est prévue pour les créditants avec motif. Alors, les créditants avec motif, on en retrouve 5, il y a 5 motifs. Et ici, j'ai repris vraiment 4 motifs qui peuvent s'adresser aux aidants. Et donc, ce sont les suivants: le fait de s'occuper de son enfant de moins de 8 ans, le fait de prendre soin d'un membre de sa famille jusqu'au 2e degré ou un membre du ménage gravement malade, le fait de prodiguer des soins palliatifs ou alors prendre soin de son enfant handicapé de moins de 21 ans. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, la notion d'enfant handicapé au sens de la réglementation du créditant a évolué. Parce qu'en fait, avant 2019, pouvaient ouvrir le droit les enfants qui avaient une reconnaissance de 66% ou de 4 points dans le premier pilier. Donc, en fait, c'était assez restreint. Mais depuis 2019, les enfants qui ont une reconnaissance de 9 points dans les 3 piliers sont aussi considérés dans cette législation. Et donc, ça a permis à plus de parents de pouvoir solliciter un créditant dans ce cadre.
Alors ici, voilà, j'ai remis l'allocation. C'est une allocation qui est forfaitaire. Et donc, on voit dans les montants nets, ça peut varier en fonction de l'ancienneté, mais on est quand même sur des montants mensuels qui sont assez bas. Mais on en reparlera par la suite. Nous passons maintenant au congé thématique. Là aussi, c'est une allocation qui est forfaitaire. Et donc, il y a aujourd'hui 4 sortes de congés thématiques. Le congé parental classique, le congé pour assistance médicale, le congé pour soins palliatifs, et alors, depuis le 1er septembre, est entré en vigueur le congé pour aidants proches, dont je reparlerai quand on abordera la loi qui est relative. Et alors, j'ai mis une petite puce par rapport au congé parental Corona, qui a été instauré du 1er mai 2020 au 30 septembre dans le cadre du confinement, mais c'était un système de congé plus ou moins similaire à celui du congé parental, avec des différences quand même notoires. Et donc, récemment, certainement, vous avez aussi entendu dans les journaux, dans la presse, que certaines personnes se plaignaient que ça se termine au 1er septembre. Mais on a pu entendre de ces jours-ci, cette semaine, qu'un congé pour quarantaine serait prochainement instauré. Donc, le texte a été validé en chambre, mais il doit encore subir des relectures. Donc, on ne manquera pas de vous informer à ce sujet-là. Ça, c'est ce qui concerne les congés. Maintenant, une personne qui n'est pas sous contrat de travail, mais qui est sur le marché de l'emploi en tant que chercheur d'emploi, eh bien, on sait que cette personne qui bénéficie d'allocation de chômage est soumise à des obligations de preuve de ses recherches d'emploi. Et donc, il se peut qu'une personne qui n'est pas occupée professionnellement, eh bien, soit occupée par tout un tas d'autres choses, par tout un tas d'autres obligations, dans la situation d'aidant proche. Et donc, il existe en fait, au niveau de l'ONEM, une dispense de recherche d'emploi, vraiment suite à la situation d'aidant proche, pour 3 motifs. Donc, pour le motif de soins palliatifs, pour celui de soins à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade, et aussi pour les soins apportés à un enfant de moins de 21 ans qui est en situation de handicap. Alors, bien noter aussi, c'est important, qu'en cas de dispense, l'allocation de chômage s'en trouve réduite. Voilà, alors, maintenant, on en vient à la loi du 12 mai 2014, directement relative à la reconnaissance des aidants proches. Et donc, cette loi, elle propose, au niveau de son contenu, les définitions de l'aidant proche, de la personne aidée et des conditions pour se faire reconnaître en tant qu'aidant. Cette législation, elle a connu de nombreuses évolutions, quelques modifications, et longtemps, pour de nombreux aidants proches, c'était un texte qui était prometteur, mais qui restait un petit peu comme une coquille vide. Mais maintenant, on peut voir qu'il y a une première avancée grâce à l'arrêté royal du 16 juin 2020. Alors, en fait, un arrêté royal, c'est un texte qui vient permettre la mise en application d'une loi. Pourquoi? Parce qu'il donne les modalités pratiques pour que la loi puisse vraiment être mise en pratique, tout simplement. Et donc, l'arrêté royal du 16 juin a permis vraiment de donner les dernières modalités pour que les personnes puissent, d'une part, se faire reconnaître en tant qu'aidant proche auprès de leur mutualité, et d'autre part, se faire reconnaître toujours auprès de leur mutualité, mais en tant qu'aidant proche, en vue de l'octroi d'un droit social pour le congé thématique aidant proche. Et en fait, ce congé, il consiste pour l'instant en une interruption complète ou partielle du temps de travail, de maximum 1 mois pour l'instant pour toute la carrière de l'aidant proche, et 3 aidants d'une même personne aidée peuvent se faire reconnaître dans le cadre de ce congé. Au niveau des montants, on est sur les mêmes montants que celui du congé d'assistance médicale. Alors, que penser de tout ce dont nous avons parlé? Mais c'est vrai qu'on peut dire que ici, ce nouveau congé, c'est une avancée par rapport à un texte de loi qui date de 2014. Aujourd'hui, en 2020, il permet un droit aux aidants. Mais malheureusement aussi, c'est encore trop pauvre pour soutenir complètement les aidants proches et épouser toutes les réalités. On constate en effet que c'est effectif déjà que pour les personnes qui travaillent
Et la réalité, eh bien, c'est que souvent, des aidants ont un passé professionnel et ont dû le mettre entre parenthèses, bien souvent des femmes, et on en a parlé précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus pour des questions de temps. Et justement, eh bien, ce droit, il a une limite dans le temps, parce que, eh bien, voilà, ça ne permet pas à l'aidant de pouvoir complètement trouver satisfaction. Pourquoi? Parce qu'une maladie, eh bien, ça a un caractère chronique et ou évolutif auquel l'aidant est tout le temps soumis et auquel ce congé ne répond pas. Enfin, eh bien, on a cette limite financière aussi. Donc là, j'ai repris un montant mensuel donc, de l'allocation forfaitaire payée par l'ONEM en cas d'interruption complète. Donc, on comprend que rien que ce montant, ça peut être une porte fermée pour un aidant qui est pourtant dans les conditions et qui malheureusement ne peut pas envisager de voir sa rémunération être diminuée, même le temps d'un mois. Comme j'ai dit, ça ne concerne pas tous les aidants. Il y a des aidants qui sont pensionnés, on a parlé des jeunes, les aidants qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus. Donc voilà, ça doit encore aller plus loin. Et le mot de la fin, c'est que parallèlement à l'élargissement de la loi, on doit aussi renforcer tous les services aux aidants et à leurs proches. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup, Thalissa, pour cette intervention. Donc, nous avons une de nos intervenantes qui voudra peut-être revenir sur cette histoire de crédit temps et de congé. Céline Feuillat? Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste rajouter que ce congé est cumulable aux autres congés thématiques. Donc, il peut être pris ils peuvent tous être pris de façon subséquente et cumulable avec d'autres types de congés. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, en tant que maman d'enfant handicapé, je pourrais prendre un congé pour assistance à un enfant handicapé de moins de 21 ans et puis le cumuler avec un congé aidant proche. Mais il est exact que ce n'est qu'un mois pour l'instant, mais comptez sur nous pour avoir un rendez-vous extrêmement rapide avec notre tout nouveau ministre de la Santé. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Alors, on a juste une question en plus pour Thalissa. Donc, il a été question de la loi du 12 mai 2014 qui semble ne pas concerner l'ensemble des aidants proches. Alors, est-ce qu'il y a des pistes qui semblent être intéressantes pour qu'il n'y ait plus cette différenciation entre les différents aidants? C'est vrai qu'on peut dire que dans les droits qui sont octroyés pour l'instant, eh bien, on ne permet pas d'en apporter à tous les aidants. Hein, comme j'ai pu le dire, on a les jeunes aidants proches, on a les personnes qui sont pensionnées, celles qui ne travaillent pas, les aidants qui ont un emploi précaire et donc pour qui les congés, les crédits ne sont pas envisageables. Et aussi d'un autre côté, on peut dire par ricochet, on passe à côté de certaines personnes aidées parce qu'il y a la condition médicale pour les aidants. Pour les aider, pardon. Donc, le fait d'avoir 12 points de réduction d'autonomie quand on bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, enfin, ou d'une allocation pour personnes en situation de handicap. Mais ce sont des choses qu'on peut pointer. Aussi, il y a des personnes qui ont une reconnaissance mais donc qui est inférieure et qui pourtant ont quand même besoin de cette aide quotidienne. Et il y a aussi les personnes qui subitement sont confrontées au handicap par un accident de la vie ou parce que tout d'un coup, on fait un diagnostic pour un enfant. Et donc, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans l'administratif. L'urgence première, eh bien, c'est de prendre soin de son proche, de trouver un traitement. Et voilà, à ce moment-là, on n'a pas de reconnaissance en tant que telle, on n'entreprend pas des démarches administratives. Donc, effectivement, pour différentes façons, tous les aidants ne sont pas concernés. Mais quelles pistes on pourrait envisager? On pourrait se demander si on ne peut pas offrir plus de garanties en termes financiers dans le montant des allocations qui sont prévues. Peut-être prévoir, et on l'a abordé le point, plus de temps pour les congés thématiques.
Peut-être aussi assortir les reconnaissances à des avantages, par exemple instaurer des soutiens scolaires. Également aussi, ce qui existe, ce sont au niveau des mutualités des avantages aidants proches, mais dans l'assurance complémentaire. Alors pourquoi ne pas penser à l'instaurer dans l'assurance obligatoire? Voilà, ce sont plein de questions, peut-être des pistes, mais voilà, ça peut aller de différentes façons. D'accord. On a juste une dernière demande d'éclaircissement. Donc, il y a une personne qui ne comprend pas spécialement ce que tu as voulu nous dire par la diminution de la rémunération de la loi du 12 mai 2014. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Oui, d'accord. Ben, je m'excuse si je n'ai pas été claire, hein. En fait, ce que je voulais dire, c'était que le remplacement de revenus qui est prévu dans le cadre d'un congé, d'un créditant, est souvent inférieur au salaire qu'une personne peut percevoir. Et donc, c'est de cela que je parle quand je dis que l'aidant souffre d'une diminution de sa rémunération. C'est une conséquence, en fait, du fait de prendre un congé. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. J'espère que j'ai bien pu répondre à la personne. D'accord, merci Thalissa. Donc nous en arrivons à la dernière intervention. Delphine Ancel, qui est responsable des études au sein de la direction marketing de Solidaris. Elle a une expérience de près de 15 ans dans les enquêtes et sondages. Au niveau de la mutualité, Delphine et son équipe travaillent aussi bien sur les enquêtes de satisfaction des affiliés que sur des projets à visée sociétale, comme les thermomètres Solidaris ou les baromètres annuels de confiance et de bien-être. L'objectif de ces différentes enquêtes est d'être au plus près du vécu des personnes, de leurs ressentis et de leurs besoins, afin de relier en interne et au niveau politique les différents vécus. Grâce à ces études, nous pouvons entre autres améliorer l'offre des services et contribuer à une société plus juste et égalitaire. Donc, je vais laisser Delphine expliquer le résultat de l'étude sur les aidants proches. Delphine, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. On m'entend bien? Oui. Oui, ok. Je suis en train de vouloir partager mon... Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Non. Pas encore, non. Ah, voilà, pardon. Il va arriver, voilà. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais venir compléter par toute une série de chiffres. Donc, je m'excuse d'avance pour les gens qui ne sont pas trop chiffres parce que malheureusement, je ne vais quasiment apporter que ça. Je vais un peu préciser le contexte de ces chiffres-là, comment ils ont été récoltés. C'est vraiment une nuance que je souhaite apporter et qui est très importante parce qu'il y a des choses qui vont peut-être sembler contredire les interventions précédentes qui sont plus proches du terrain, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on n'a pas réalisé une enquête directement sur la thématique des aidants proches. On a réalisé une enquête en juillet 2019 assez large auprès de plus de 3000 personnes représentatives de la population belge francophone. Donc, on est sur Wallonie-Bruxelles francophone, dans l'optique de réitérer toute une série de questions qu'on avait déjà posées depuis 2012 dans notre programme d'enquête sociétale que sont les thermomètres Solidaris. Les thermomètres Solidaris s'intéressent soit à des thématiques spécifiques comme les médicaments, l'alimentation, ou à des tranches de vie, les ados, les parents de jeunes enfants, les jeunes retraités, et voilà. On en était à 10 thermomètres et on souhaitait faire une mesure 2, 3, 4, 5, 6 ans après une première mesure et prendre le pouls de la population sur toutes ces thématiques-là. Quand on a choisi donc de réitérer ces questions, on a eu l'opportunité d'ajouter cette question qui permet d'identifier dans la population des aidants proches. Mais vous allez voir, on n'a pas parlé d'aidants proches directement avec l'aide de professionnels à la mutualité qui travaillent sur ce secteur-là. On a posé une question qui était la suivante, je pense que vous la voyez, mais je vais la lire également. Apportez-vous une aide à une personne de votre entourage en situation de dépendance de façon régulière et continue? Et on citait par exemple faire les courses, la lessive, accompagner cette personne pour des activités extérieures. Donc ça, c'était le cadre qu'on a donné à la définition d'aidant proche, enfin qu'on nous a donné pour faire l'enquête. Et vous voyez tout de suite un premier résultat, c'est qu'au travers de cette enquête,
nous, on constate qu'un tiers des personnes ressent être aidant proche quand on leur propose cette définition-là. Et donc, au sein de ce que je vais vous présenter comme chiffre, on va voir dans quelle mesure ces personnes-là sont plus d'un type de profil ou d'un autre. Et donc, voilà. Donc, qui sont les aidants proches? Alors, la façon de présenter les chiffres ici, j'espère que tout le monde va bien s'y retrouver. À chaque fois, en vert, c'est ceux qui disent être aidants proches et en orange, c'est les non-aidants proches. Donc ici, ça dit quoi? Ça dit que parmi les femmes, un tiers d'entre elles se déclarent aidants proches et parmi les hommes, un tiers d'entre eux se déclarent aidants proches. La lecture dans l'autre sens, on pourrait présenter à chaque fois les chiffres dans les deux sens, c'est qu'on est sur du moitié-moitié. Alors là, je suis presque sûre que tout le monde, et moi la première, quand j'ai dépouillé, on va dire, ces résultats, j'étais étonnée parce que je pense qu'on entend tout le temps, et c'est au-delà d'entendre, c'est un constat, ce sont plus les femmes qui sont aidants proches. Ici, dans la question, on n'avait pas la nuance de l'implication, et je pense que ça a été évoqué dans la première intervention, le degré d'implication de la personne dans l'aide quotidienne entre un fils qui va peut-être faire les courses pour sa maman toutes les semaines et qui va ici, dans le cadre de la définition, se déclarer aidant proche, et peut-être sa sœur, si on prend un frère et une sœur face à leur maman dépendante, qui va, elle, être impliquée beaucoup plus quotidiennement dans des tâches plus lourdes, des soins peut-être des soins physiques, etc. Ici, la nuance, elle n'était pas dans la question, et c'est probablement déjà ce qui explique en partie qu'ici, on mesure finalement pas de différence homme-femme. La question suivante, c'est celle de l'âge, avec toujours le même degré de lecture. Parmi les 18-24 ans, on retrouve 40% d'entre eux qui se déclarent être aidants proches. Et parmi, par exemple, les 70 et plus, 38%. Ça, c'est pour l'aide à la lecture du graphique. On voit très clairement qu'on a une tranche d'âge qui est finalement la tranche des jeunes, des parents, hein, ceux qui ont des enfants. Parmi ces tranches d'âge, on retrouve un peu moins de gens qui se déclarent être aidants proches. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Et on a cette fameuse génération qu'on appelle parfois dans nos enquêtes la génération sandwich, à savoir des gens qui ont déjà des petits-enfants et qui ont aussi un parent, donc s'ils sont dans la cinquantaine, soixantaine, ils ont des parents qui sont au-delà de 70-80, donc avec un plus grand risque de dépendance. Et donc cette fameuse génération sandwich qu'on retrouve ici au travers des chiffres dans la répartition par âge. J'attire l'attention, puisqu'ici c'est une lecture horizontale, pardon. Si on avait, et dans le PowerPoint qui sera peut-être disponible, vous avez les chiffres dans l'autre sens, il faut quand même savoir qu'une grande partie, enfin plus ou moins 3 sur 10 des aidants proches sont des personnes de plus de 60 ans. Hein. Donc voilà, c'est important de le préciser. Par région, pas de grosse différence ici. On a à la fois un tiers des gens en Wallonie sur base de cette définition qui se déclarent aidants proches et un tiers à Bruxelles. Je vais passer rapidement sur ça. Ici, c'est la question d'avoir ou pas une activité professionnelle. Proportionnellement, on retrouve plus d'aidants proches parmi la population qu'on peut qualifier d'inactive, donc qui n'a pas une activité professionnelle. C'est évidemment en partie lié à ce que je viens de présenter en termes d'âge, à la fois des tout jeunes, 18-24 ans, ou des générations sandwich pensionnées notamment, qui sont plus aidants proches. Mais à nouveau, si on tourne la statistique dans l'autre sens, c'est quand même près d'une personne sur deux parmi les actifs, parmi les aidants proches, près d'un sur deux est quand même dans la vie active avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté. Là, je fais lien avec l'intervention précédente des mécanismes qui existent pour aider ces gens-là et qui sont évidemment bien insuffisants à l'heure actuelle. Quand on s'intéresse au profil plus spécifique des, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est vraiment injuste, et encore plus quand on est dans la thématique des aidants proches, des inactifs, mais inactifs par rapport à une activité professionnelle, vous voyez qu'on retrouve plus d'aidants proches parmi les demandeurs d'emploi, parmi les pensionnés, les pré-pensionnés, évidemment, parmi des gens qui sont en incapacité. C'est important de montrer la proportion de ces gens-là qui eux-mêmes sont qualifiés pour des raisons de santé, de gens en incapacité ou d'invalidité, et qui doivent apporter également un soutien. Alors ça peut être évidemment une personne âgée qui n'est pas dépendante et qui prend soin de son mari au quotidien, mais ce n'est pas que cette situation-là, il y en a plein d'autres.
Au niveau du milieu de vie, d'habitat, on retrouve plus des aidants proches au sein des milieux ruraux ou périurbains, périrurales et moins dans les villes. Là, c'est tout confondu Wallonie-Bruxelles. Hein. Donc, on monte presque à 40% au sein des milieux plus ruraux, alors qu'on est à moins 30% parmi les urbains. Alors, les 2 dernières stats sur le profil des aidants proches concernent le niveau d'études et derrière le groupe social qui permet un peu de qualifier les gens en fonction quelque part de leurs revenus, mais je vais y revenir juste derrière. Au niveau du diplôme, vous voyez qu'on a plus d'aidants proches parmi les gens qui ont un moins grand niveau de diplôme, entre guillemets. Dans la statistique, dans l'autre sens, c'est près de 3/4 des aidants proches qui, au maximum, ont un niveau secondaire supérieur. Et c'est 40% qui ont soit pas de diplôme, soit un diplôme primaire ou secondaire inférieur. Ça veut dire que derrière, quand il y a toute une série de démarches à faire pour accéder à des choses, si en plus on travaille en même temps, il faut intégrer ça, évidemment. Plus les couches administratives vont être complexes, plus ces gens qui ont un niveau d'études moindre vont vraiment avoir des difficultés pour avoir une reconnaissance et ce genre de démarche. Le groupe social montre finalement un peu la même chose, puisque ce groupe social, on le calcule en fonction du niveau d'études de la personne et de son occupation professionnelle ou non professionnelle. Les groupes sociaux 1 et 2, ce sont des gens, on va dire, aisés. Si vous êtes directeur avec un diplôme universitaire, vous allez être là-dedans. Et les groupes 7 et 8, ce sont les groupes les plus précaires. Et vous voyez qu'au sein des groupes plus précaires, 4 sur 10, plus de 4 sur 10 sont aidants proches et c'est seulement 1/4 des groupes sociaux 1 et 2. Ici, ce qu'on mesure aussi probablement, c'est qu'au plus on a des moyens, au plus on va pouvoir déléguer cette charge-là à des organismes, à des professionnels. Et au plus on est dans des familles qui sont déjà précarisées, au plus on va être obligé de s'occuper soi-même de ces situations de dépendance. Donc, c'est un peu double charge, à mon avis, c'est même plus que double charge, mais voilà, la charge est plus importante pour ces profils-là. Comment ils vont ? Alors ici, je rappelle la nuance que j'ai faite au début de l'enquête, enfin au début de ma présentation, que la définition était assez large et à mon avis, on englobe plus de gens que les personnes que vous rencontrez, enfin pour les intervenants qui ont parlé tout à l'heure. Donc, on a une question sur l'auto-évaluation de la santé physique. Donc, en vert, ce sont les résultats de nos aidants proches. En orange, les non-aidants proches. Vous voyez que les résultats sont assez semblables. Donc, on n'a pas au sein de la population d'aidants proches plus de gens qui ne se déclareraient pas en bonne santé. Par contre, le chiffre est quand même important. C'est 31% d'entre eux qui ne sont pas tout à fait en bonne santé. Donc, ça veut dire que ces gens-là ont une charge quand même assez lourde, sachant qu'eux-mêmes ne sont pas forcément en très bonne santé. Sur le niveau d'anxiété, ici, c'est une échelle d'anxiété de est-ce qu'on est très souvent anxieux à jamais anxieux. Là aussi, vous voyez qu'entre le profil des aidants et le profil des non-aidants sur notre définition dans l'enquête, on n'a pas de différence significative. Ici, j'avoue que c'est probablement étonnant et que si on ciblait une enquête spécifique aidants proches avec cette nuance de gens qui sont vraiment impliqués de façon très importante et quotidienne, on aurait probablement des différences plus marquées. Le niveau de solitude, peu d'écart non plus. Évidemment, ils sont même plus nombreux à dire qu'ils ne se sentent jamais seuls. Forcément, quand on s'occupe de façon quotidienne de personnes qui ont besoin de nous, la solitude, ce n'est pas vraiment ce qui manque. Le niveau de dépression, qui est une échelle qu'on utilise aussi pour mesurer cet état de dépression, n'est pas non plus significatif entre aidants proches et non aidants proches sur base de notre définition. Le dernier indicateur qu'on utilise de santé mentale, c'est l'échelle de Cantril, où on demande aux gens de noter leur vie actuelle sur une échelle de 0 à 10, 0 étant la pire vie qu'ils puissent avoir et 10 la meilleure vie. Donc, on regroupe par cote et les gens qui cotent leur vie de 0 à 5, c'est quand même très, très lourd. Hein. C'est des gens qui, en gros, disent que leur vie, c'est catastrophique. Vous voyez qu'on a une légère différence quand même. Les aidants proches sont 1/4 à noter leur vie entre 0 et 5, mais c'est 23%, donc on est à la limite des marges d'erreur dans la population qu'on compare de non-aidants proches.
Donc voilà au niveau de comment ils vont, en tout cas pour ceux qu'on a interrogés. Et un dernier point, alors c'est un tableau, par contre, je suis désolée, je dois déplacer les images de mes copains conférenciers, parce que sinon je ne vois plus mes chiffres. Ici, on a repris juste quelques items qu'on avait dans notre enquête et qui touchent, donc comme je vous l'ai dit, c'était une enquête qui touchait à toute une série de choses. Et donc, on a voulu regarder est-ce que les aidants proches ont une vision de l'avenir, de la société en général, de la citoyenneté qui pourrait être différente d'un individu qui n'est pas aidant proche. Évidemment, comme il pèse un tiers de notre échantillon, bah, c'est quand même un échantillon bien confortable. Pour sortir des statistiques, vous voyez que dans le rapport à l'environnement, il n'y a pas de différence. Hein, c'est une thématique qui touche fortement ces gens-là aussi, pas moins que des gens qui ne sont pas impliqués dans l'aide au quotidien de personnes dépendantes. Leur optimisme sur l'avenir, vous voyez que de toute façon, il y a peu de gens, en tout cas au moment de notre enquête, qui étaient optimistes pour l'avenir, mais ils ne sont pas plus ou moins optimistes. Ils sont quand même plus inquiets. Et là, évidemment, derrière, dans les aidants proches, vous l'avez évoqué, il y a des gens qui sont aidants proches pour leur propre enfant, par exemple, qui a un handicap. Donc, ça peut expliquer aussi que cette crainte-là, elle est plus marquée de 10 points. Donc, quand c'est 60% des gens chez les non-aidants, c'est 70% chez les aidants. Je passe un peu sur les items. Un point important quand même, c'est ce fait d'être peut-être coupé un peu de toute une série de choses par manque de temps, peut-être par manque d'énergie. Ici, la question, c'était est-ce qu'on participe ou pas à des fêtes de quartier, donc en dehors de son cercle très proche de famille ou d'amis. Vous voyez que dans la population, c'est 4 personnes sur 10 qui disent non, jamais je participe à des fêtes. On monte presque à 50% chez les aidants proches. Donc une forme de solitude par rapport à une vie sociale. Un autre chiffre qui est assez interpellant, le sentiment de subir ce qui leur arrive, là aussi, c'est quand même une différence assez nette par rapport à la population de non-aidants. Là, on monte à presque 50%, quand on est à 38% pour les non-aidants. Et le sentiment que les coups durs s'accumulent, 1 sur 2 qui le ressent contre un tiers dans la population. Évidemment, ce n'est pas des chiffres très étonnants par rapport à ce que vivent les aidants proches. Mais voilà, c'est bien de mettre parfois des chiffres pour objectiver des ressentis qu'on a au travers du terrain aussi. Voilà, j'ai fini. Je ne voyais pas les commentaires pour le temps, donc j'espère que je n'ai pas dépassé. Merci beaucoup pour l'intervention. Comme vous le disiez au tout début, effectivement, ça fait peut-être beaucoup de chiffres. Et même si parfois ils sont plus lourds, ils restent nécessaires à la compréhension et, comme vous dites, à l'objectivation. La seule question qu'on a, c'est est-ce que cette étude, est-ce que ces résultats sont accessibles en libre accès ou pas? Pour moi, il n'y a pas de souci à ce qu'ils soient en libre accès, mais ils ne le sont pas au niveau d'outils chez moi. Donc, je ne sais pas Ils ne si le sont pas de base. on peut le repartager quelque part, mais je pense que si jamais les personnes désirent avoir ces chiffres, ils nous reviendront peut-être et on fera suivre. Merci beaucoup pour l'exposé. Donc, tout d'abord, on tient vraiment à toutes vous remercier pour ces interventions qui sont très intéressantes et très pertinentes, et au public pour les premières réactions dont vous nous avez fait part. On va donc maintenant passer à la seconde partie du webinaire, la partie débat. Donc, étant limité par des impératifs de temps, celui-ci va durer plus ou moins 30 minutes. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions que vous vous posez et que vous nous transmettez, mais ne vous inquiétez pas, elles ne resteront pas sans réponse. En effet, toutes les questions auxquelles nos invités n'auront pas pu répondre seront retransmises à nos assistantes sociales ou bien aux intervenantes qui ne manqueront pas de revenir vers vous si vous le désirez. Donc, de nouveau, il n'y a aucune obligation. Si jamais vous en avez envie, n'oubliez pas de mentionner votre nom et votre adresse mail ou un numéro de téléphone auquel on pourrait reprendre contact avec vous, que ce soit dans le chat ou par message privé à la SPH. Pour rappel, pour le débat, Sandrine Cesaretti et Jean-Marc Compère nous rejoignent. Et donc, on va commencer directement avec la première question qui sera pour Sandrine Cesaretti. Donc, on a déjà parlé de la notion de choix et de devoir quant au fait d'être aidant proche.
Est-ce que selon vous et selon l'ASBL Espace Senior, il s'agit vraiment d'un choix ou plus d'un devoir? On m'entend, j'espère. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. C'est aussi une première pour moi de donner ce genre de visioconférence. C'est un peu particulier, donc je vais essayer de faire ça convenablement. Par rapport à la question qui est posée, donc est-ce que être aidant proche, c'est plus un rôle ou un devoir? Et j'ai pas une réponse définie à ça. Je pense que ça dépend vraiment des situations, du contexte dans lequel on est, des personnes que l'on aide, des personnes, de la personne aidante. Je pense que des parties de réponse ont déjà été données par, que ce soit par Céline, par Magali, et ça dépend vraiment de l'histoire de la personne. Maintenant, moi, comme je l'ai dit, j'ai pas une réponse unique à cette question. J'ai pu participer et organiser des groupes de parole aidants proches, plutôt pour des aidants qui venaient en aide à des parents âgés, puisque je travaille donc chez Espace Senior. C'est plus ce public-là qu'on essaye de toucher. Et de l'expérience que j'en ai, je pense pouvoir dire qu'on ne choisit pas nécessairement d'être aidant proche, que ça s'impose plutôt à nous, comme Céline le disait tout à l'heure, que c'est souvent ce qu'on entendait, donc je ne fais que, c'est vrai, répéter un peu ce que Céline disait, mais c'est vrai que sur le terrain et dans ces groupes de parole, c'est ce qu'on entendait, c'est que j'aide ma maman, j'aide mon papa, je fais les courses pour ma maman qui est dépendante. Je ne suis pas aidant, c'est juste normal, c'est ma maman, donc je fais, cela va de soi. Je pense que il y a peut-être une question de devoir, mais ça dépend ce qu'on appelle, c'est ce qu'on sous-entend par le mot devoir. Ça dépend ce qu'on met derrière. Est-ce que le devoir, c'est plutôt une question de loyauté par rapport à justement à la personne qui nous a éduqués? Alors après, il y a pas de jugement derrière. Je pense que tout le monde a ses raisons d'être aidant proche, même si les raisons peut-être ne sont pas tout à fait conscientes, mais que voilà, c'est un engrenage peut-être dans lequel euh, on entre sans vraiment le savoir. Et je pense qu'en tout cas, et de par ce que j'ai pu entendre dans le groupe de parole, on ne mesure jamais l'ampleur que ça va prendre. Jamais, jamais, jamais. Je pense que beaucoup de personnes nous racontaient, voilà, j'ai commencé par faire les courses pour mes parents parce qu'ils savaient plus se déplacer convenablement et que voilà, les grosses courses, il fallait les faire pour eux. Et puis petit à petit, ça a vraiment pris des proportions plus grandes parce que voilà, les besoins étaient de plus en plus grands, la dépendance de plus en plus grande, et ils se retrouvaient malgré eux, je vais dire, même s'ils l'ont peut-être choisi, entre guillemets, parce ils ont décidé d'aller aider leurs parents, d'aller faire leurs courses, etc. Ils se retrouvaient dans des situations où ils n'avaient voilà, ils n'arrivaient plus à sortir la tête hors de l'eau et ils s'en sentaient vraiment coupables. Je me souviens de personnes qui ressentaient vraiment de la culpabilité parce que ils en avaient complètement marre, pour le dire platement, mais qu'en même temps, ils n'osaient pas le dire parce que c'est ma maman, c'est mon papa, comment est-ce que je peux dire ou oser penser, en avoir marre de les aider alors que voilà, c'est mon sang entre guillemets, donc voilà, je pense qu'il y a pas une réponse tout à fait définie à ça. Ça dépend tellement de situations, tellement de choses. Mais toujours est-il que voilà, je pense qu'il y a énormément de conséquences sur la vie des personnes dont elles n'ont pas conscience à la base. Et à ce sujet-là, je voudrais juste rebondir un peu sur un point que Delphine a mentionné tout à l'heure dans les chiffres, parce que comme je l'ai dit, je travaille chez Espace Senior, donc cette catégorie d'âge entre 55 et 64, tu avais mentionné de cette catégorie d'âge, où ils étaient plutôt plus de 40% à être aidants proches. Je me dis que c'est aussi une situation particulière parce qu'on arrive, on va dire, logiquement, ou on espère, à la fin de sa carrière professionnelle, où on aspire peut-être à profiter de la retraite, de la pension pour faire des choses pour soi, des voyages, en tout cas profiter du temps que l'on a ou que l'on récupère.
On a peut-être des enfants qui sont plus âgés et donc qui sont totalement indépendants. Alors, il est vrai on a peut-être aussi des petits-enfants et que du coup, notre temps est aussi, voilà, on octroie aussi du temps pour nos petits-enfants. Mais on ne s'imagine pas, je pense, en partant à la retraite ou en imaginant sa retraite, devenir aidant proche et donc devenir, on peut imaginer que ses parents, auront besoin d'aide à un moment donné, mais je pense qu'on n'imagine pas endosser ce rôle-là, sur une grande partie, de sa retraite ou du temps, récupéré par sa retraite. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes propos et je vois qu'il faut que j'écourte, donc je vais me taire. Merci beaucoup Sandrine pour la réaction. Vous parlez justement de l'attachement familial et du fait qu'on est aidant parfois par nécessité ou par besoin parce que c'est la famille, etc. Mais au-delà de cet attachement familial, il y a des situations de promesses, etc., un manque de ressources financières. Est-ce que tout ça pourrait être aussi un obstacle pour faire appel à des professionnels? Céline proposait une réponse, il me semble. Oui, effectivement, c'est loin d'être simple, hein. Faire appel à un professionnel, c'est un ensemble de tout. Alors, tout à l'heure, dans mon exposé, je n'ai pas parlé des ressources financières, partie des différentes motivations, l'attachement, la confiance, la délégation, le fait qu'en tant que parent d'un enfant, mais on veut tout lui donner plus que certainement quelqu'un d'autre pourrait lui donner. Mais le manque de ressources financières est quelque chose d'évident. C'est vrai que même si en Belgique, alors avec tous les guillemets que ça nécessite, hein, quand on fait des comparaisons européennes, en Belgique, les services de première ligne sont plus subsidiés ou dans la moyenne supérieure et donc sont plus accessibles que dans d'autres pays. Ça reste quand même un obstacle important. Et d'ailleurs, l'enquête qui a été montrée par Madame Ancel montre que dans les catégories socio-professionnelles les plus basses, et donc avec le moins de moyens, on a une augmentation de chiffres assez importante sur des implications personnelles et des problèmes de santé, des choses comme ça qui sont plus importantes, qui n'ont pas accès aux services ou qui ne les connaissent pas. Voilà. Si je peux juste alors, pour préciser le propos, parce que ça m'a frappé, je pense que c'est important aussi, préciser le propos de Thalissa Oui. Par rapport à la question de tout à l'heure, juste 30 secondes. Tout à fait, pas de souci. La reconnaissance des aidants proches, elle est adressée à tous les aidants. C'est le congé qui n'est pas adressé à tous les aidants. Donc ça, je sais que je passe mon temps à le répéter, mais tous les aidants peuvent se faire connaître, malheureusement encore maintenant, et on espère que ce sera bientôt le cas, tous les aidants ne peuvent pas encore avoir accès au congé. Voilà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Donc, nous avons aussi Jean-Marc Compère qui est parmi nos invités. Et donc, on voulait lui demander, en tant qu'aidant proche, comment il avait vécu la crise du Covid, le confinement, le déconfinement, et quels étaient les besoins particuliers, le soutien, les informations, etc. Sur le Covid, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'on est revenu à la case départ, on a fait un bond de 50 ans en arrière. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on s'est retrouvés du jour au lendemain mis à la porte d'un service. On n'a plus les aides qu'on avait avant. On n'a plus su compter sur les services qui existaient. Et voilà, tout le monde a peur, on met la clé sous le paillasson, on s'en va et on laisse ces personnes dans la gadoue et on ne dit rien, on n'a pas d'informations, on doit se débrouiller et on n'en sort pas. Et on se dit, tiens, ben, ça va durer une semaine, 2 semaines. Ah tiens, pourquoi plutôt pas recommencer? Est-ce qu'il y a un problème? Non, on ne reçoit aucune information. Pendant les 3 mois de la période Covid, au début du confinement, on n'a reçu aucune information spécifique. Tout ce qu'on a su, c'est que les services étaient fermés, que les services n'étaient plus disponibles et que beaucoup d'ASBL qui normalement devaient s'occuper de loisirs ont fermé. Et bon, et tout le monde a fermé. Et nous, les parents, on a dû continuer. Bon, et ces parents qui sont plus âgés, et si à 65 ans, s'occuper d'une personne en pleine santé, hein, qui a juste un problème de déficience intellectuelle,
pendant 3 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, ce n'est pas toujours évident. Moi, personnellement, je ne me plais pas avec mon fils, mais par contre, il y a d'autres familles avec des enfants autistes où là, franchement, chapeau bas pour les parents. Mais comment peut-on avoir laissé les parents dans un tel abandon? On a été réellement abandonnés. Personne n'a pensé à ces personnes. On n'a même pas essayé un jour de dire, tiens, les personnes intellectuelles vont pouvoir faire quelque chose avec, ou les services devraient essayer de quand même continuer à les voir. Non, on a fermé, c'est tout. Tout le monde a peur, on ferme et on va dans la cave. Non, c'est pas normal. Ce qui s'est passé, c'est pas normal. Pas d'information, pas de suivi, pas de contact. C'était 3 mois de désert. Bon, celui qui est débrouillard et celui qui va contre l'immobilisme, lui peut arriver, et les jeunes qui sont, ou les adultes qui sont avec ses parents, eh bien, on arrive à faire quelque chose, on arrive à surmonter. Mais les personnes qui n'ont pas su avoir la force de remonter et la force de combattre le virus et la force de pouvoir aller quand même vers les autres, eh bien, ces personnes-là, ben, demain, vous les retrouverez dans des hôpitaux psychiatriques, parce que ces gens-là vont être vraiment, vraiment lessivés. Et d'ailleurs, on commence à en voir tout doucement, et ça ne fera qu'augmenter durant les prochaines semaines. Il n'y a rien à faire. On a été beaucoup trop loin en abandonnant les gens. Et on ne parle même pas encore des gens qui ont été en service résidentiel, où les gens ont été, il faut quand même bien avouer, presque séquestrés dans leur institution. Et franchement, là, je me demande si nous sommes bien en 2020 ou si on n'est pas quelques années en arrière. C'est vraiment triste. Et je voulais aussi un peu rebondir sur l'histoire de ressources financières. C'est pas parce qu'on n'a pas de ressources financières qu'on ne peut pas être aidant proche. Et ce n'est pas non plus être aidant proche pour essayer de pallier aux coûts exorbitants parfois de certains professionnels. Non, on peut être aidant proche parce qu'on a envie d'une qualité différente de vie, parce que c'est son enfant. On peut aussi dire que, ben, tiens, c'est bien l'école spécialisée, c'est bien les services spécialisés, mais de temps en temps, ben, il faut pouvoir être un peu ambitieux et il faut pouvoir aussi sortir de l'ornière et avoir un projet de vie et vouloir aller de l'avant et faire quelque chose. On ne peut pas se contenter des formules toutes faites ou des profils qui ont été établis. Non, une personne n'est pas un profil. Non, une personne n'est pas une chose toute faite. On évolue chaque fois en fonction des événements, de son mode de vie, de sa volonté d'arriver. Et je crois que, non, je ne crois pas, je suis sûr qu'on doit absolument donner pour arriver. Et donner, ce n'est pas spécialement donner de l'argent, il faut aussi donner de soi. Il faut aussi arriver à franchir les obstacles et essayer d'enfoncer les portes ouvertes, parce que souvent, on est beaucoup bloqué parce qu'on pense que, on croit que, et parce que le médecin a dit que. Moi, mon fils, quand il avait 2 ans, le médecin m'a dit, ah, mais monsieur, il ne parlera jamais, hein. Ah, monsieur, il ne marchera jamais, hein. Vous savez, il ne sera jamais rien faire. Ben, aujourd'hui, il a 30 ans, il marche, il parle et il travaille. Eh ben, je crois quand même que je ne suis pas un magicien, mais je crois quand même qu'on peut essayer de sortir de l'ornière et essayer d'avoir aussi plus d'ambition que les professionnels. Parce que les professionnels, ils sont quand même légèrement formatés. Il y en a de très bons, il y en a vraiment de ceux qui ont vraiment une science impeccable, mais ils sont quand même formatés vers une certaine forme d'aide. Et moi, je ne voulais pas me cantonner dans cette forme d'aide. On doit vouloir plus et on doit être plus ambitieux, surtout quand on a une jeune personne, un enfant qu'il faut former. Et les ressources financières n'ont rien à voir là-dedans. Parce que, à moins que dans les grandes maladies, là, effectivement, là, il faut bien des spécialistes. Et là, c'est énorme les coûts parfois. Mais au niveau du handicap, au niveau de la déficience, ce n'est pas tellement les coûts. C'est surtout pouvoir oser franchir les portes, oser dire que son enfant, il a le droit de vivre comme tout le monde. Et aussi vouloir l'inclusion et vouloir qu'on puisse chacun vivre comme on est. On est tous différents, mais on peut tous vivre ensemble et on a chacun une pierre à apporter à l'édifice. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre écoute.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a quand même pas mal d'informations que vous véhiculez par rapport à votre vécu. On vous en remercie grandement et je pense que c'est important de le prendre en compte. On va juste recadrer par rapport à ce que vous disiez pour le confinement et le déconfinement. Vous avez quand même évoqué un ressenti de mise à l'écart et de manque d'information. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on aurait pu ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire au minimum pour que ça se passe ne fût-ce qu'un tout petit peu mieux? Et est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu mettre un réseau en place et quels conseils vous pourriez donner par rapport à votre vécu à ce niveau-là, quoi? Ben, au minimum, on aurait pu veiller à l'information. Au minimum, les services qui étaient consacrés à donner de l'aide aux personnes auraient dû continuer à fournir une aide. Si peut-être pas une aide humaine directe, au moins une aide par contacts sociaux, par téléphone, par visite ou par lettre. Mais non, on a été vraiment abandonnés, madame. Abandonnés. On n'a pas reçu la moindre information pendant 3 mois. On nous a abandonnés, on a mis la clé sous le paillasson et on ne savait rien. Et quand ça a été le déconfinement, c'est idem même chose. On a dû vivre au jour le jour ce qui arrivait. On n'a pas reçu d'informations. Et je pense que dans n'importe quelle situation de détresse, l'information, elle est importante. Ça permet de pouvoir aussi se fixer un objectif et ça permet aussi de sortir de l'ornière qui nous entraîne vers le bas. Et ça, je pense que franchement, dans le confinement et le déconfinement, on a loupé ce point important. Faire un peu confiance aux gens, leur parler, les informer et leur demander ce qu'ils avaient besoin. Je n'ai vu personne, je n'ai entendu personne qui m'a demandé ce que mon fils avait besoin. Personne n'a demandé à mon fils ce qu'il avait besoin non plus. Et je crois que ça, c'est la moindre des choses. Quand tout le monde est dans la panade et qu'on veut essayer de sortir les gens, il ne faut pas les assister. Il faut leur demander ce qu'ils veulent et essayer de mettre en place quelque chose et au moins les informer. On ne peut pas rester sans information dans des cas comme ceci. On ne sait même pas à quoi on devait s'attendre. On ne savait même pas ce qu'on pouvait espérer. Donc c'est vraiment, de ce que j'entends et de ce que je comprends, un souci d'information. On en prend bien note, on espère que ça pourra être lié au niveau des politiques. On va passer à la question suivante, mais un tout grand merci en tout cas pour votre témoignage. C'est vraiment important de pouvoir l'entendre aussi. Il y a une question qui a été posée à Thalissa. Quels sont les avantages à être reconnu aidant proche auprès de la mutualité? Et c'est une question qui nous revient souvent. Donc actuellement, il y a 2 mesures. Donc premièrement, un aidant peut se rendre auprès de la mutuelle pour se faire reconnaître et avoir une reconnaissance générale sur base d'une déclaration sur l'honneur. Et alors, dans un second temps, il y a la possibilité de se faire reconnaître en vue de l'octroi du droit social dans le cadre du congé thématique aidant proche dont on parlait. Donc, pour l'instant, l'avantage qu'il y a qui est relié à cette reconnaissance, c'est ce congé. Et souvent, quand les personnes nous posent la question au téléphone, parfois certaines disent « mais en fait, pour moi, ça n'apporte rien ». Pour l'instant, effectivement, c'est le cas. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi parallèlement à ça, c'est que dans l'assurance complémentaire, comme je le disais, des mutualités, il y a des interventions, des remboursements qui sont prévus, par exemple dans le cadre des services répit, des gardes malades ou alors des aides familiales. Et donc, dans ce cas-là, en fonction d'une mutualité à l'autre, les conditions sont différentes. Et c'est à chaque personne de retourner aussi vers sa mutuelle pour savoir ce qui existe et ce qui est proposé. D'accord, merci beaucoup Thalissa. Une question pour Magali de Hoover maintenant. Selon vous, quelles sont les actions et les pistes à entreprendre dès demain? C'est de pouvoir, voilà, c'est de pouvoir continuer toute cette sensibilisation et ces actions de prévention au sein des... Il y a un souci, est-ce que vous m'entendez
départ. On vous entend. Ah Oui. pardon, de pouvoir continuer donc cette sensibilisation du monde politique, des professionnels et de pouvoir agir en prévention dès le départ lorsqu'il y a des déclarations de dépendance qui s'annoncent pour limiter les dégâts, enfin pour limiter les difficultés auprès des jeunes aidants proches et leur permettre de se lancer dans une vie adulte plus choisie que subie. D'accord, merci beaucoup. Donc, je reprends un peu le fil des questions en même temps. Donc, la prochaine question est pour Delphine. Une des personnes nous revient en disant qu'elle est surprise par la faible proportion de personnes ayant des problèmes de santé, vu la charge de travail que représente la charge d'aidant proche. Dans quelle mesure pourrait-on affirmer que certains n'osent pas s'avouer porteurs de problèmes de santé ou ne veulent pas le reconnaître? Alors, déjà, c'est une question de perception et d'autodiagnostic, hein, donc avec toute la subjectivité que ça peut représenter parfois. Ici, je n'irai pas jusqu'à porter un jugement sur le fait que les gens osent ou pas avouer. Je parlerai plutôt de relativisme quand vous vous occupez au quotidien d'un enfant porteur d'un handicap ou de ses parents fortement dépendants. Je pense qu'on relativise son propre état de santé et c'est ce qui fait sûrement parfois, de ce que j'ai entendu dans les témoignages de terrain avant, qu'on va au-delà de certaines limites parce qu'on veut tenir bon et donc on ne s'avoue pas être en mauvaise santé, mais c'est plus du relativisme qu'autre chose à mon avis. Avec tous les dangers que ça comporte d'aller trop loin, hein, du coup, dans ses limites. Je crois que Sandrine va me compléter. Tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Mais oui, compléter ce que Delphine disait, mais plus par des témoignages, encore une fois, dans ce groupe de parole. Je pense que certains avaient honte d'avouer qu'ils en devenaient même malades. Que cette aide pouvait être difficilement supportable psychologiquement, etc. Et je pense que ça devenait, voilà, il y a une culpabilité à dire ce genre de choses, à dire que aider un parent, c'est difficile. Je pense vraiment qu'il y avait une culpabilité et une honte d'oser dire, en tout cas dans les personnes que j'ai pu rencontrer. Il a fallu vraiment tout un processus à ces personnes et un temps voilà, assez long pour mettre des mots sur le malaise qu'ils pouvaient ressentir et le fait que oui, il y avait certaines choses qui se passaient chez eux, en eux, qui étaient dues à l'aide qu'ils prodiguaient et au fait que voilà, c'était très compliqué à gérer. Donc je pense qu'effectivement, il y a cette difficulté d'auto-évaluation et il y a cette difficulté aussi d'oser avouer que l'aide que l'on prodigue par choix ou pas par choix, ça ce n'est pas la question et voilà, est difficile à porter. Tout à fait. Donc, on a encore une question relative au retard des politiques en la matière, sur les réglementations et sur l'aspect financier. Quelqu'un pourrait répondre? Oui, je veux bien. Céline, je vous en prie. Voilà. Effectivement, alors, au-delà de la reconnaissance qui a quand même pris un paquet d'années, hein, on parle de 2014 et la mise en pratique 2020, le 1er septembre, ça a été chaud quand même. Hein. Au-delà de ça, effectivement, on n'est pas à la pointe du soutien aux aidants quand on parle de 1 mois de congé. Effectivement, comme le disait Alissa, beaucoup d'aidants qui vont dire la reconnaissance, alors ça ne me concerne pas. Si, ça les concerne. Moi, j'insiste sur ce point, ça les concerne parce que plus on fait masse en reconnaissance, plus on influence les politiques. Et tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cette masse critique pour influencer les politiques, on prendra encore beaucoup de temps. Je pense que tout doucement, les politiques commencent à s'ouvrir à la situation de l'aidant. Et comme le témoignage de M. Compère l'a montré, cette période sanitaire a été le révélateur de quelque chose qui existait déjà depuis très très longtemps, l'abandon des aidants, en dehors de cette période Covid.
Donc, il faut se faire reconnaître, même si on n'a pas droit accès au congé. Ça, je pense que c'est important. Mais il y a quand même des ouvertures. Il y a des ouvertures, mais on est en retard. On est en retard par rapport à d'autres pays. La France était en retard par rapport à nous en 2014, et puis là, elle nous a vachement dépassés parce qu'il y a une loi cadre, une loi globale. Alors évidemment, ça ne concerne que la personne âgée, on est d'accord, mais ils sont beaucoup plus en avance. Le Canada, n'en parlons pas. Donc effectivement, il faut continuer à mettre le pied dans la porte régulièrement, continuer à en parler. C'est le but de nos actions et on va continuer à le faire. Voilà. Un tout grand merci pour cette dernière réponse. Nous arrivons donc à terme de ce webinaire et on souhaite vraiment, je vous remercie tous et tous au nom de la SPH pour ces échanges qui étaient très riches, que ce soit de la part des intervenants ou que ce soit les interventions qui nous viennent du public. Donc un tout grand merci d'avoir participé au webinaire et d'avoir suivi les échanges, les interventions, les débats. Donc on constate que les aidants proches sont beaucoup plus nombreux en fait qu'on pourrait l'envisager de prime abord, que les profils sont aussi divers et variés et que les réalités qu'ils vivent sont parfois compliquées, voire souvent compliquées. Et la crise sanitaire nous l'a d'ailleurs rappelé, comme Céline a pu le repréciser ici en fin de débat. Suite aux interventions auxquelles nous avons eu la chance d'assister ce soir et grâce à toutes les réactions, on constate que être aidant proche, en fait, c'est pas un cas isolé et que malgré tout ça, certaines aides existent. Donc, autorisez-vous à faire appel à ces aides, à vous entourer, même si parallèlement, une vraie considération et acceptation de ce rôle est encore nécessaire de la part de nos politiques pour valoriser tout le travail qui est fourni, afin de permettre à ses proches de vivre dans des conditions dignes et aussi tout le temps consacré à autrui et qui entraîne pour soi une perte parfois de revenus ou de temps qui peut être disposé à autre chose. Être aidant proche n'est pas forcément un choix, mais être conscient que les aidants proches existent dans notre société est capital et leurs actions se doivent d'être reconnues à leur juste valeur. Donc, encore un tout grand merci à tout le monde pour votre participation et votre implication. Comme on l'a dit en tout début, ce webinaire restera en ligne quelque temps afin que les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce soir puissent en prendre connaissance. Nous posterons ensuite un document récapitulatif des éléments principaux qui auront pu être évoqués ce soir et tout ça sera mis à disposition sur Facebook. N'hésitez pas non plus à nous recontacter ou à nous faire signe si jamais vous avez des questions particulières pour les intervenants. On espère vraiment que ce format vous a plu et on sera heureuse de vous retrouver pour d'autres événements sur d'autres thématiques. À bientôt et une bonne soirée à tous. Au revoir.